Allez, il est temps de débuter notre plongée dans un système particulier. Un système quasi omniprésent dans nos vies, puisqu'il participe à façonner le regard que l'on porte sur l'autre, sur la société, sur le monde. Dans le premier épisode, on a pris du recul pour mieux observer ce que peut être, dans une démocratie, un terreau fertile à l'ouverture de la fenêtre d'Overton et à la normalisation du langage de la haine. Si t'as pas vu cette première partie, je préfère te préciser que son visionnage, il est important, ne serait-ce que pour l'introduction qui pose le cadre thématique des 3 vidéos. Bref, je reprends. Si ce terreau était fertile, on l'a vu, c'est notamment parce que l'un des piliers de la démocratie a fait pencher la balance du côté obscur. Le pilier de l'information, qui repose sur le système médiatique et le langage qu'il mobilise. Bon, toi, moi, les autres, je pense qu'on aime toutes et tous les histoires. De notre enfance à aujourd'hui, notre vie en est remplie. Des histoires dont les mots suscitent en nous tout un tas d'émotions et d'imaginaires. Le pouvoir du langage présent dans les films, les romans, les paroles des musiques, les mangas, les jeux vidéo, les pièces de théâtre, bref, ce pouvoir-là quoi, qui nous atteint et participe en quelque sorte à la personne que l'on est. Mais il y a aussi l'histoire racontée par les médias et les personnalités politiques. Celle qui va davantage relever du récit national, par exemple. Un récit qui perçoit d'une certaine façon l'évolution du pays et qui la raconte en conséquence, dans le but de construire une mémoire collective et servir des enjeux contemporains. Dans la bouche des figures politiques et médiatiques, eh bien, cette narration, elle n'hésite pas à s'affranchir des complexités historiques. Ces figures politiques, justement, elles cherchent tout naturellement le pouvoir, celui qui permet de diriger. Et je n'invente rien, ce pouvoir, eh bien, il ne se construit pas nécessairement sur la vérité. Il se construit sur la croyance. Il faut convaincre, il faut que la personne qui entend le discours croie en ce discours. Et dis-moi, quel est le meilleur levier à actionner pour s'accorder les faveurs électorales de cette personne ? Stimuler sa raison ou stimuler sa passion ? Passion au sens premier du terme, c'est-à-dire un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. La réponse, je pense qu'on est assez d'accord, elle penche pas mal du côté de la passion. Vient titiller chez quelqu'un ce qui touche à son amour, sa joie, sa haine, sa tristesse, il y a de fortes chances qu'il se mette en action psychique voire physique assez rapidement, et de façon engagée. Donc surfer sur la passion de quelqu'un, ouais, c'est un bon moyen de le mobiliser et de le rattacher à un mouvement collectif. Et dans ce registre, que ce soit lors des années 30 ou aujourd'hui, la peur est l'élément passionnel privilégié d'un bon nombre de figures politiques. À coup de contre-vérités et de déplacements sémantiques qui bouleversent le sens des choses, elles écrivent ou réécrivent un récit auquel on est confronté dès lors que l'on passe quelques minutes devant la télé, dans la voiture en écoutant la radio ou les fesses sur le canapé en scrollant sur le téléphone. Aujourd'hui, ce récit quasi omniprésent laisse apparaître un langage et une idéologie aux origines inquiétantes. Bon, puisque c'est notamment au sein de ce monde médiatique que ce langage politique s'exprime, on va d'abord commencer par en savoir un peu plus à son sujet. Ça, c'est une cartographie du paysage médiatique français. Elle date du mois d'août 2025 et a été réalisée par Le Monde Diplomatique et Acrimed. Il n'y a pas l'intégralité des médias ni l'ensemble de leurs propriétaires, mais elle nous permet déjà de mettre le doigt sur un truc. La concentration des médias. Quelques personnes possèdent la quasi-totalité des vecteurs d'information. On y retrouve par exemple la galaxie Bernard Arnault, celle de la famille Bouygues, de Rodolphe Saadé, Xavier Niel, mais aussi de Vincent Bolloré.
Ces propriétaires de médias, s'ils ont un truc en commun avec nous, c'est bien le fait que eux aussi, ils ont des opinions, des avis sur la société, sur la politique. Mais à l'inverse de nous, eux, ils ont le pouvoir de faire de leur opinion personnelle l'opinion de beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Ils ont la capacité d'agir sur la fenêtre d'Overton. Leur actionnariat leur confère une mainmise plus ou moins officieuse sur la ligne éditoriale tenue par leurs médias. Le choix de l'information à diffuser et la façon de la diffuser ne sont pas neutres, il y a un biais. Dès lors, se pose la question de l'indépendance journalistique, de la déontologie et de l'intégrité. Projets politiques, relations amicales, intérêts privés, bref, autant de raisons pour ces fortunes françaises de posséder un média. Reste à eux de transformer ça en réelle influence. Tiens, par exemple, élection présidentielle 2017. Le candidat Emmanuel Macron a le soutien plus ou moins officiel de plusieurs milliardaires. Patrick Drahi, à l'époque propriétaire entre autres de BFM. Xavier Niel, ou encore Bernard Arnault, dont le couple présidentiel est proche. Dans un livre, 2 journalistes révèlent d'ailleurs de multiples déjeuners entre les couples Macron et Arnault au cours de l'année précédant son élection. Durant cette année et jusqu'à son élection, on peut constater que les médias possédés par ces 3 personnes n'hésitent pas à mettre bien en avant le futur président, alors à peine candidat. En mars 2024, c'est le journal La Provence, possédé par Rodolphe Saadé, qui voit son directeur de rédaction mis à pied pour une une jugée trop anti-Macron. À gauche aussi, on peut trouver ce type de promotion. En 2012, Libération met en avant le candidat du Parti socialiste, François Hollande. Il lui consacre des unes et lui accorde une double page dans laquelle le futur président de l'époque s'adresse aux Français par l'intermédiaire d'une lettre. Plus récemment, 2 journalistes dont l'un travaille chez Libération et France Inter ont été mis en cause pour une suspicion de collusion avec des représentants du PS. Toujours à gauche, on retrouve aussi l'entrepreneur Mathieu Pigasse qui assume son biais politique en souhaitant mettre ses médias au service de ses idées, celle de la lutte contre l'extrême droite. En février 2026, lors d'un podcast enregistré par le journal L'Humanité, il explique son combat par la nécessité d'enrayer ce qu'il appelle la bataille culturelle menée par plusieurs groupes médiatiques plus ou moins liés à l'extrême droite. Cet engagement aux allures de contre-offensive répond à une mécanique engagée par 2 autres patrons de médias, devenue incontournable si on veut comprendre l'évolution de la popularité de l'idéologie politique qu'ils diffusent. Vincent Bolloré, pas trop de surprise, et Pierre-Édouard Sterrin, qui ne figurait pas dans la cartographie qui est apparue à l'écran tout à l'heure. Pour eux, la maîtrise du langage et de la fenêtre d'Overton est un enjeu central pour placer leurs idées au cœur des débats. Chacun dispose d'une stratégie bien définie et efficace qui leur permet de mettre en place une redoutable chambre d'écho. C'est-à-dire créer une situation dans laquelle le langage politique, les informations et les idées sont renforcés et amplifiés par la communication et la répétition. Ce phénomène s'est encore plus développé avec les réseaux sociaux et la gestion des algorithmes qui proposent des contenus homogènes en termes d'idéologie, dans le but de conforter l'internaute dans ses opinions. La désinformation n'arrange rien, elle qui est renforcée par une certaine utilisation de l'IA et par l'ingérence étrangère. La réalité et la vérité sont celles auxquelles l'internaute a affaire, le reste ne compte plus. On reviendra sur ces aspects-là dans l'épisode 3, lorsque nous nous intéresserons à ce qu'il se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ok, je dois te dire quelque chose. Le décryptage des systèmes Sterrin et Bolloré va prendre une place importante dans la suite de cette vidéo. L'honnêteté de ma démarche et de mon travail de recherche me pousse à te dire que mon décryptage aurait été aussi important concernant des systèmes médiatiques situés à l'opposé de leur idéologie politique, donc du côté de la gauche radicale ou de l'extrême gauche. Mon but étant de réfléchir aux enjeux actuels de la manipulation du langage et de la fenêtre d'Overton. Seulement, le truc, c'est que je n'ai pas trouvé de mécanisme ni de dynamique qui serait comparable à celle engagée par les sphères de Bolloré et Sterrin. Comme tu l'imagines bien, un milliardaire de gauche radicale, c'est assez difficile à trouver.
Et même du côté des libéraux penchant généralement à droite, il n'y a pas de système aussi bien rodé et idéologiquement engagé que ceux que je m'apprête à évoquer. Et puis, toujours dans cette volonté d'être honnête, l'exemple de terreau fertile que je t'ai décrit dans le premier épisode est trop évocateur du présent pour que je ne fasse pas un focus sur ce qui va suivre. Parce que, on le verra, le langage utilisé au sein de ces systèmes rappelle de sombres discours. Je te précise que toutes mes sources sont disponibles dans un document accessible via la description de cette vidéo. Ok, je reprends. Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin. Tiens, commençons par lui. Encore méconnu du grand public, je te conseille cette vidéo si tu veux en apprendre davantage sur son parcours. Le cas Sterrin, il est intéressant parce qu'il diffère des autres milliardaires que j'ai cités. Je te parlerai de son réseau de médias après avoir présenté ce qui l'a justement poussé à investir dans le monde médiatique. Sa volonté assumée d'installer durablement l'extrême droite au pouvoir. Pierre-Édouard Sterrin, il a un agenda politique bien défini, tellement bien défini qu'il se résume en 8 lettres. Celle de l'acronyme Périclès, pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Cet acronyme, qui fait aussi référence aux stratèges de la Grèce antique, c'est le nom qu'il a donné à son projet, dont les détails ont été dévoilés par le journal L'Humanité en juillet 2024. Pour servir et sauver la France de ses principaux maux, socialisme, wokisme, islamisme, immigration, il prévoit d'investir 150 millions d'euros sur les 10 prochaines années afin de garantir la victoire idéologique, électorale et politique. Dans ce projet, aux côtés de Sterrin, on trouve François Durvy, qui dirige le fonds d'investissement Otium Capital, créé par Sterrin en 2009. François Durvy, il conseille aussi les leaders du Rassemblement national sur les questions économiques et s'occupe de leur faciliter le contact avec le monde des affaires. D'ailleurs, on entend de plus en plus certains représentants du grand patronat accorder leur faveur au RN, ou du moins ne plus afficher d'hostilité à l'encontre du parti. Un immense obstacle en moins à l'accession au pouvoir. Je l'ai dit, l'objectif du projet Périclès est clair, faire de ces idées les idées dominantes dans le pays. Installer au pouvoir une figure qui incarne ces idées-là. À la base du plan d'action de Périclès, la victoire idéologique. Une victoire idéologique qui, selon le document, passe par la maîtrise de la fenêtre d'Overton. Tiens. Donc promouvoir méthodiquement des idées, imposer des thèmes. Et une fois cette victoire idéologique obtenue, direction la victoire électorale et politique. Bon, ce plan d'action, en voici quelques composantes. Peser sur les élections en ayant de l'influence sur les sujets qui dominent les débats. On rejoint directement l'enjeu de la fenêtre, faire en sorte que des idées auparavant trop impopulaires pour faire l'objet d'un débat deviennent le centre de tous les débats. La mention de shaming, qui peut se définir par l'humiliation en ligne, n'est pas non plus anodine, tant elle peut décrédibiliser quelqu'un. Établir une relation de confiance avec les figures de l'extrême droite, mais aussi avec celles situées moins à l'extrémité de l'échiquier politique, comme on peut le voir sur ce document. Des relations de confiance perméables à une potentielle influence de ce terrain. Et visiblement, c'est déjà le cas avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Tiens, petite parenthèse immobilière, Marine Le Pen a d'ailleurs vendu la maison de son père à une société détenue par Sterrin et Durvy. Bref, on continue. Conseiller les têtes d'affiche du RN, leur fournir une réserve d'hommes prêts à occuper les postes administratifs et ministériels. Former des groupes de réflexion privés destinés à influencer les sphères politiques, médiatiques et intellectuelles. Autrement dit, investir dans des think tanks et des laboratoires d'idées, dont certains produisent par exemple des rapports qui sont ensuite repris par les médias. C'est déjà le cas de Hexagone ou de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, tous deux financés par Sterrin. Leurs rapports ont par exemple été repris par CNews, mais aussi par Jordan Bardella et d'autres figures de droite et extrême droite. Des rapports contestés en raison de leur approche biaisée des statistiques. La volonté de peser au sein des instituts de sondage est aussi exprimée. On y voit par exemple la mention de l'IFOP,
un institut à l'origine de récents sondages assez controversés. Enfin, Sterrin déploie également une action éducative servant son idéologie. Former des jeunes personnes à l'action politique via son financement partiel de l'IFP, une école qui a vu passer dans ses rangs plusieurs responsables politiques et influenceurs d'extrême droite. Elle partage d'ailleurs le même fondateur que l'ILDJ, une école de journalisme épinglée pour son lien avec Sterrin, et dont 51,4% des élèves assument un discours d'extrême droite, selon une enquête du journal Le Monde. Enquête qui révèle aussi que près de la moitié des étudiants de l'ILDJ sont recrutés par des groupes de médias affiliés à l'extrême droite. Et plus que ça, Le Monde affirme que 30% des élèves actuels ou passés seraient militants. Certains furent un temps candidats sur des listes RN ou Reconquête, d'autres membres de groupes néo-nazis. À travers le financement de l'école Politicae, une sorte de centre de formation pour futures mères, Pierre-Édouard Sterrin complète son entreprise de diffusion idéologique au sein des sphères politiques et médiatiques. Périclès, un plan qui dit tout de l'importance du langage et de sa maîtrise dans les différents secteurs lorsqu'il s'agit de bouleverser une société. Bon, du coup, on y est, les structures médiatiques possédées ou financées par l'entrepreneur. Tu t'en doutes, elles rejoignent la dynamique du plan Périclès. Côté médias dits traditionnels, il n'y a pas grand-chose. L'empire Bolloré dont je vais parler dans un instant fait déjà le boulot. Mais on trouve quand même Valeurs Actuelles, dont il est désormais copropriétaire. À part ça, dans le giron de Sterrin, on retrouve le média en ligne Néo, mais aussi un compte d'information totalisant 1,2 million d'abonnés sur la plateforme X. Chez Sterrin, on retrouve également le réseau d'influenceurs Acuitis, ou encore cette société de redistribution de contenu qui bosse avec pas mal d'autres influenceurs. Mis à part les médias, ces fonds d'investissement financent un paquet d'autres choses plus ou moins orientées politiquement, comme des rassemblements, des fêtes, des entreprises. Mais si on reste côté médias, on remarque une chose. Les structures dans lesquelles il investit ont pour public cible la jeunesse. Par rapport à l'homme dont je vais parler maintenant, le catalogue médiatique de Sterrin fait pâle figure, mais il n'en est rien. Plus que de posséder un grand nombre de titres, l'important pour lui est d'activer en profondeur tous les autres leviers, qui, eux, vont ensuite nourrir la rhétorique des médias Bolloré. Bon, l'empire médiatique de Vincent Bolloré, justement. C'est par exemple Canal+, CNews, Europe 1 et Europe 2, le JDD et le JD News, RFM, Voici, Géo, National Geographic, C-Star, Femme Actuelle. Mais c'est aussi Hachette Livre et sa quinzaine de maisons d'édition, dont Fayard. Ou encore l'enseigne Relais, présente dans nos gares, aéroports et stations de métro. Tout ça, ça forme un circuit très bien construit. Tiens, je te montre. L'idéologie Bolloré est relayée par ces médias. Elle gagne en popularité. Des personnes écrivent des livres qui développent et théorisent cette même idéologie. Ces livres sont ensuite édités par les maisons d'édition détenues par Bolloré, puis la promotion de ces livres se fait sur les plateaux du groupe, et sont ensuite mis en vente notamment dans les relais que des millions de personnes sont susceptibles de fréquenter quotidiennement. Une mécanique bien huilée. D'ici 2028, les cinémas UGC ainsi que la société de production et de distribution rattachée à l'entreprise sont également susceptibles d'intégrer cet empire médiatique. Enfin, Vincent Bolloré s'est associé à d'autres milliardaires comme Arnaud, Saadé et Dassault au sein d'un consortium pour racheter la plus vieille école de journalisme au monde, l'ESJ Paris. Parmi les cadres de l'école, d'ailleurs, 7 hommes proches de Sterrin et fondateurs de l'IFP et de l'ILDJ que j'ai mentionné tout à l'heure. Le rachat de cette école est un événement critiqué dans le monde du journalisme qui confirme cette tendance. Ces grandes fortunes ne se contentent plus d'avoir une mainmise sur la diffusion de l'information. Il s'agit désormais d'avoir aussi une part de contrôle sur la formation des personnes destinées justement à diffuser l'information. Il est important de mentionner que lors d'une commission d'enquête parlementaire, Vincent Bolloré s'est défendu d'une potentielle intervention de sa part au sein de ces médias,
puisqu'il a déclaré sous serment officiel qu'il n'intervenait ni sur la programmation des émissions, ni sur leur fabrication ou sur les sujets traités. Un serment officiel pourtant remis en cause par son collaborateur Philippe de Villiers, qui explique dans son dernier livre avoir reçu à l'été 2023 la visite d'un Breton, sous-entendu Vincent Bolloré, lui proposant de créer une émission dont il serait la tête d'affiche. Et en septembre de la même année débutait l'émission face à Philippe de Villiers. De son propre aveu, ce dernier mettrait donc en lumière un mensonge, proféré sous serment officiel devant les élus de la nation. Dans le cadre de cette audition, Vincent Bolloré a par ailleurs déclaré « Si je ne crois pas quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. » Bon, eh bien justement, en quoi croit-il Vincent Bolloré ? J'ai évoqué son idéologie, ok, mais quelle est-elle ? Pour Alexis Lévrier, historien de la presse spécialiste de l'histoire du journalisme, maître de conférences à l'Université de Reims et chercheur associé au GRIPIC, Vincent Bolloré s'inscrit assez clairement dans une droite d'inspiration maurassienne. En référence à Charles Maurras, figure politique et médiatique d'extrême droite lors de la Troisième République et sous le régime de Vichy, dont il était un soutien. L'historien poursuit en expliquant que l'idéologie du patron de CNews est acquise à un catholicisme traditionnel et à une vision de la France comme un pays menacé par la présence en son sein d'étrangers inassimilables. Un empire médiatique au service d'un projet politique, culturel et civilisationnel. Ce point-là, il faut dire qu'il n'est pas très compliqué à vérifier, que ce soit par les chiffres ou par le langage qui caractérise les différents plateaux du groupe. Tiens, côté chiffres, à titre d'exemple. En septembre 2025, un rapport d'étude a analysé la représentation politique dans les matinales françaises. On peut y voir que sur Europe 1 et CNews, 75% du temps de parole a été monopolisé par des invités issus de la droite ou de l'extrême droite. 41% des invités provenaient du RN ou de Reconquête, contre 22% pour le centre et 5% pour le bloc de gauche. À titre de comparaison, du côté des autres groupes de médias, les répartitions y sont plus équilibrées malgré quelques disparités. Je précise que cette étude a été commandée par Marianne et menée par le cabinet Hexagone, financé par Sterrin, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Aucune raison donc que ces données soient gonflées, ce serait un peu comme se tirer une balle dans le pied. Mais malgré ces données, CNews affirme respecter le pluralisme à l'écran. Comme en mars 2025, lorsque la chaîne annonce que 30% du temps de parole était consacré à des personnalités politiques de gauche, contre seulement 13% pour la droite et à peine 11% pour l'extrême droite. Je pense que tu me diras pas le contraire si je te dis que c'est pas vraiment l'impression qu'on a quand on regarde cette chaîne. Et pour cause, ces chiffres sont en réalité tronqués. Une enquête très détaillée, publiée par Reporters sans frontières, met le doigt sur cette manipulation des données. Elle démontre que si en mars 2025, CNews annonce une telle répartition des temps de parole, c'est parce que la parole de gauche y est essentiellement diffusée la nuit, entre minuit et 7h du matin. Durant ce créneau, 60% du temps de parole de la chaîne lui est consacré, notamment via la rediffusion de discours ininterrompus. Pendant ce même créneau, la droite et l'extrême droite ne sont quasiment pas à l'écran, contrairement aux heures de prime time, où la tendance s'inverse radicalement. Une manipulation qui permet de rentrer dans les clous de l'Arcom en jouant avec le règlement. Cette surreprésentation politique se vérifie aussi lorsque l'on regarde d'une part l'appartenance médiatique des journalistes et chroniqueurs invités par la chaîne du groupe Bolloré, et d'autre part lorsque l'on analyse la récurrence des thèmes traités. Voici par exemple le bilan du mois de mars 2025 analysé par l'enquête de Reporters sans frontières. LCI, France Info, BFM et CNews. L'INA met aussi à disposition son moteur de recherche qui comptabilise les mots prononcés sur les chaînes d'infos en continu. Tiens, à tout hasard, si je tape ce mot, voilà le détail de son utilisation en 2025.
Des statistiques qui font écho aux révélations de Damien Deparnay, un ancien correspondant de CNews qui affirme avoir reçu en 2021 un ordre de la direction de la chaîne lui demandant de ne parler plus que des musulmans, dans le but de favoriser le discours d'Éric Zemmour en vue de la présidentielle 2022. Et à plusieurs reprises, la chaîne a aussi été épinglée pour proférer de fausses informations allant dans le sens de son projet idéologique. Bref, tout ça, ça mobilise chez le téléspectateur un biais cognitif bien précis qui bouleverse sa capacité à avoir une perception clairvoyante de la réalité des faits. Je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Là, je tiens à souligner que malgré un plus grand respect du pluralisme et une diversité thématique plus large, les autres chaînes d'information en continu semblent depuis un moment marcher plus ou moins dans les pas de CNews. Elle est celle qui domine les audiences, il faut faire du chiffre, donc si c'est ça qui marche, eh bien elles s'adaptent et suivent la tendance. Bon, cette tendance politique surreprésentée dans les médias affiliés à Bolloré n'étonnera personne. Mais ce qui appuie cette orientation politique décrite par l'historien Alexis Lévrier, c'est l'utilisation du langage faite par ces médias, les propos qui y sont tenus, et la façon dont ils ont fait exploser la fenêtre d'Overton. Sur CNews et Europe 1, on peut trouver tout un tas de séquences où les mots sont utilisés pour écarter encore et encore ce cadre qui contient les idées légitimes au débat public, ou du moins qui ne paraîtrait pas radicales ou extrêmes si elles venaient à être partagées sur un plateau télé. Accusations infondées, raccourcis, piétinement de l'éthique journalistique. Tiens, dans cette séquence par exemple, l'animateur émet l'idée qu'Emmanuel Macron aurait, je cite, reconnu l'État de Palestine parce qu'il aurait peur des Français musulmans. Dans celle-ci, sous couvert du fameux « Je pose la question », ce même animateur use de la corrélation fallacieuse pour établir un lien entre l'immigration et la présence de punaises de lit dans le métro parisien. Dans cette séquence, le fils du couple Klarsfeld souhaite qu'une brigade similaire à ICE commette, je cite, « des rafles à travers la France pour attraper le plus d'étrangers possible ». Dans celle-ci, un journaliste nie l'ampleur du massacre à Gaza en affirmant que la population palestinienne augmente. Tandis qu'un autre déclare, je cite, qu'Israël fait le sale boulot à la place de ceux qui nous dirigent et qui n'ont pas osé le faire. Parce qu'ils luttent contre des terroristes islamistes et heureusement qu'ils l'ont fait, on peut leur dire merci. Bref, un partage clair et net d'opinion. Aucune mention de la population civile palestinienne tuée par dizaines de milliers. On dépasse le stade de l'amalgame en réduisant 2 millions d'enfants, d'hommes et de femmes au statut de terroristes. Le tout en direct, à la télé, sur la TNT, rien que ça. D'ailleurs, ce parti pris du système Bolloré en faveur du gouvernement israélien n'étonne pas, puisque Havas Group, dirigé par le fils de Vincent Bolloré, participe selon plusieurs médias américains et israéliens à l'entreprise de propagande du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Honnêtement, il existe des dizaines de séquences très problématiques, tant pour la violence de leurs mots que pour l'absence de vérification par les faits. Une combinaison efficace pour pilonner l'esprit critique du téléspectateur et lui faire intégrer une idée radicale. Intervention qui semble dévaluer la gravité d'une agression sexuelle ou la sexualisation de jeunes filles mineures sous couvert d'un antiprogressisme, remise en cause des victimes, argumentaire raciste et xénophobe attestant par exemple qu'une grande partie des Français d'origine étrangère sont des voleurs, pilleurs et violeurs, essentialisation et stigmatisation des musulmans par le biais de multiples éditos, reportages à la déontologie douteuse et autres discussions de plateau où accusations infondées et stéréotypes se répondent, ou encore nombreuses remises en cause de l'expertise scientifique, notamment à travers le climato-scepticisme. Bref, un parti pris plus que radical dans la façon de choisir l'information à diffuser et dans la manière même de la diffuser. Un tas de discours qui repoussent toujours un peu plus les limites, qui ouvrent à coups de bulldozer la fenêtre d'Overton et qui sont justement permis par cette même ouverture.
Ce qui se joue sur ces plateaux depuis un bon moment a bouleversé le paysage médiatique français, puisque d'autres médias et personnalités politiques sont chaque jour un peu plus empreints de cette dangereuse utilisation du langage. Un langage marqué par un déplacement sémantique qui vide de leur sens des mots normalement réservés, dans notre démocratie du moins, à ce qui est scandaleux, odieux, inacceptable. Tout est mis en place pour simplifier au maximum l'analyse des problématiques de notre pays. La place du réel et de la vérité des faits s'efface au profit du ressenti. Le cause-conséquence fait l'objet de 1000 raccourcis, et qu'importe leur niveau de grossièreté tant que l'objectif visé est atteint. Mettre des œillères sur le regard critique et analytique de la personne qui consomme le média. Lui proposer un seul prisme par lequel lire l'information. L'encourager à la binarité et la radicalité plutôt qu'à la nuance et la mesure. Rien ne justifie cette irresponsabilité d'une partie du monde médiatique. L'information doit rester à l'abri de ces excès extrémistes qui jouent avec la vérité et la réalité. L'analyse de ce malheureux phénomène n'est pas très compliquée. Le procédé a été simple et efficace. Dire quelque chose qui fait scandale, le dire une seconde fois, puis une troisième, et ce jusqu'à ce que la sensation de scandale soit digérée pour laisser place au potentiel débat. Il faut aussi ajouter à ça un langage qui joue avec notre biais de représentativité. C'est celui qui fait que l'on juge la fréquence d'un phénomène à partir d'un exemple marquant ou d'un stéréotype, plutôt que de se baser sur la réalité des chiffres. Autrement dit, une notion, un mot est répété des milliers de fois, souvent associé à une histoire humaine, à une émotion, pour stimuler la passion dont j'ai parlé plus tôt. La visibilité de cette notion va exploser, indépendamment de sa réalité sur le terrain. Et tout ça va donner au cerveau tout ce dont il a besoin pour faire ce raccourci. Si on en parle tout le temps, c'est que c'est partout, c'est un fléau, une submersion. Quand on y pense, il n'y a rien d'étonnant à tout ça. Le raccourci est naturel, c'est bien pour ça que ce biais est utilisé. Et puis, on est toutes et tous en partie le produit de notre éducation, de nos rencontres, de notre sphère sociale. Et donc, avoir le regard averti sur les mécanismes qui se jouent de nous, eh bien, ça ne relève pas de l'évidence. Ajoutons à ça un potentiel sentiment d'isolement, de manque de reconnaissance, et les discours qui semblent nous valoriser ont d'autant plus de chances de trouver un écho en nous. Le chant des sirènes retentit. Il nous alerte parce qu'il séduit chaque jour un peu plus. Mais il faut parvenir à résister, à être clairvoyant face à ces systèmes médiatiques. Des systèmes qui permettent à des responsables politiques d'installer peu à peu dans le débat public des idées littéralement héritées de sombres discours. On le verra dans le prochain épisode, ce langage qui abonde notre quotidien est par nature précisément dangereux et chargé d'un lourd héritage que l'on avait pourtant appris à délaisser. En France, mais aussi aux États-Unis. Deux démocraties érigées en modèles qui aujourd'hui sont en train de vaciller, chacune à leur façon, chacune avec leurs particularités. Le chant des sirènes retentit. Il retentit de plus en plus fort, de plus en plus intensément. Et nous nous devons de ne pas succomber à son appel.